Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une marque bien française et évidemment, je parle pas de Voxan, ça serait trop facile. Alors que vous soyez en Onyxa ou en 600 Bara, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Alors oui, le dernier épisode était quand même pas hyper fun, donc on retourne un peu à ce côté fun, en tout cas que j'adore, même si je vous invite vraiment à aller écouter le dernier épisode, parce que sujet hyper important. Mais c'est aussi sympa de temps en temps de parler d'histoires un peu plus fun, ou en tout cas d'anecdotes. Donc l'histoire que je vais vous raconter commence dans une petite ville des Deux-Sèvres, à Thouars plus précisément. Ah oui, et je l'ai pas dit, on est en 1976. Et on a Patrick Barigo, passionné de moto et ancien pilote de motocross, qui reçoit un défi d'un pote. Fabriquer un cadre pour une Bultaco. Bultaco, c'est une marque dont j'ai déjà parlé, une marque espagnole qui est pas hyper réputée. Même s'ils ont fait des très bonnes motos, en tout cas, là, c'était pas le cas. Bref, c'est pas grave, il accepte le challenge. Et ce cadre qu'il va faire, donc qui est amateur, est si bien fait qu'il attire l'attention d'un grossiste, qui en redemande. Mais cette fois pour des moteurs Honda 350. Et bam, une première série de machines vendues sous le nom ITM. Tout ça pour une simple histoire de cadre espagnol qui pète. Je le rappelle, hein, c'est important. Mais alors il a quoi de si spécial ce cadre Barigo ? Bah c'est tout simple, il est fait avec de l'acier habituellement utilisé en aéronautique s'il vous plaît. C'est un peu un truc de fou à l'époque. La meule est lancée. Barigo commence sérieusement, de manière professionnelle, avec des châssis pour des Honda 500 mono et des Yamaha XT. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1970, ces moteurs étaient des références en matière de robustesse et de fiabilité. Donc si on leur ajoute un cadre aux petits oignons, je peux vous assurer que ça en devient des machines de guerre. Et là, on entre dans le vif du sujet. En 1979, la jeune marque, met en production son premier modèle estampillé sous le nom Barigo. La superbe 500 HB, équipée d'un moteur Honda XL500S, une moto taillée pour l'enduro et qui va faire le bonheur des baroudeurs. Et d'ailleurs, rapidement, Barigo élargit la gamme avec une version sur une base de Yamaha XT500. Et ces deux séries de motos sont vraiment des motos de fou. J'en ai pour preuve l'an 1980, quand Moto Verte, la bible des motards enduro à l'époque, teste cette fameuse 500 HB. L'équipe de test est impressionnée à un tel point qu'il la surnomme dans le magazine la bombe des chemins. Aujourd'hui, la presse papier n'a pas forcément autant de valeur et autant de force pour pousser à l'achat. Sauf que à l'époque, il n'y a pas internet et les blogs pour savoir si c'est une bonne moto ou non n'existent pas non plus. Les gens se réfèrent à ce que dit la presse spécialisée. Cette review hyper flatteuse déclenche donc une avalanche de commandes. Et là, la marque prend vraiment son envol. Et moins de 2 ans plus tard, à savoir donc en 1982, c'est un certain Grégoire Verhaeghe, vous m'excuserez pour la prononciation, qui va créer la surprise en terminant 3e du Paris-Dakar sur une Birago. Un exploit face à tous les teams d'usines présents à cette épreuve. Et l'histoire devient encore plus folle en 1983 avec la naissance d'un monstre pour le Dakar, la 560 GRS. Je vous laisse imaginer un monocylindre Rotax capable de sortir 53 chevaux. Une machine aussi sauvage, parfaite pour le désert qu'elle allait devoir affronter. Barigo élargit ensuite sa gamme avec la 500 RCB et RB, des versions cross et enduro qui faisaient rêver tous les amateurs d'aventure à cette époque. Et fort de toutes ces expériences un peu passées, de ces aventures et de ce développement hyper croissant, vont mener à un jour en 1984 où l'armée française qui cherchait des motos tout-terrain robustes lance un appel d'offres. Et là, Barigo se dit que c'est le moment ou jamais. Il s'associe avec les ateliers Sicardi pour y répondre. À l'époque, tout le monde pensait que c'était une mission impossible pour un petit constructeur comme Birago. Et bah, ils avaient plus ou moins raison. En effet, la marque doit fournir près de 2000 motos par an sur 4 ans, soit 8000 motos. Ces chiffres affolants dépassent bien évidemment la capacité de production de la société. Et puis, la proposition de Barigo ne répond pas à certaines exigences de l'armée. Coup dur, mais c'est pas grave. En 1986, la marque se recentre sur un seul modèle au catalogue, mais qu'elle décline en 3 versions. La 600 Évasion, un trail, la 600 Tonic, une enduro, et la 500 Mega, une cross. C'était l'époque où le super motard commençait à faire parler de lui, et Barigo va bien le comprendre. C'est aussi cette année-là que Barigo frappe un grand coup au Salon de Paris, avec la Magie Noire, considérée comme la plus belle moto du salon. Elle attire même l'attention des ingénieurs de Honda. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle finit par être rebaptisée Tanagra, parce que Magie Noire c'était déjà un parfum de Lancôme. Niveau style, c'est une dinguerie.
monocylindre 4 temps de 500 ou 560 cm3, entre 45 et 55 chevaux selon la version, pour à peine 120 kg. Elle faisait tourner toutes les têtes, et surtout celles des fans de supermotards. Elle a d'ailleurs été la première moto au monde commercialisée en tant que supermotard. Et d'ailleurs, 17 ans plus tard, en 2003, une autre marque française, Vauxhall, présentera même un modèle appelé Black Magic, un petit clin d'œil à la magie noire de Barrigo. Alors là, on se dit que c'est bon, Barrigo est au sommet du monde. Sauf que en coulisses, tout ne roule pas si bien que ça. Parce que Patrick Barrigo, c'est un passionné, un créatif, mais pas du tout un businessman. En 1988, il se sépare de son associé Sicardi et là, il commence à galérer. Pour éviter la faillite, il va voir un certain Guy Prache, un entrepreneur qui avait déjà fait des miracles dans l'automobile avec la marque Venturi, une autre marque française qui a malheureusement pas non plus su résister dans le temps. Donc Prache, il va reprendre Barrigo en main et en 1 an et demi, il arrive à redresser les finances. Malgré ses réussites, la marque commence à stagner dans les années 90. Barrigo tente alors un coup de poker en 1994 en voulant équiper la police avec un modèle de moto GT. Ils mettent presque toutes leurs billes là-dedans. Cette année-là sera également celle d'un autre défi pour Barrigo, la construction de 15 châssis pour Yamaha en vue de disputer le Paris-Dakar, avec un petit pilote que personne ne connaît, un certain Stéphane Peterhansel, qui franchira la ligne d'arrivée en vainqueur en 1995, suivi d'Orioli en 96 et à nouveau Peterhansel en 97 et 98. Mais malheureusement, entre-temps, Barrigo rate à nouveau un énorme contrat, celui dont je vous parlais avec la police. Ils n'auront le droit que d'équiper certaines polices municipales avec leur dernier né, un scooter électrique nommé Barilec. Un scooter hyper en avance sur son temps, mais qui ne permettra pas à l'entreprise française de survivre. Barrigo fermera définitivement ses portes en 1997, clôturant le chapitre de 20 ans d'aventure, avec pas moins de 70 modèles créés et plus de 2000 exemplaires fabriqués. Alors aujourd'hui, la marque n'existe plus, mais son nom reste dans les mémoires. En effet, on retrouve une petite communauté de fans absolus de la marque. Pour beaucoup, c'est le côté artisanal, presque à la Frankenstein, qui les a toujours fascinés. Et ils continuent de se partager des conseils et des annonces autour des Barrigo. D'ailleurs, si vous voulez vous offrir une Barrigo, armez-vous de patience et de chance, parce que c'est devenu plutôt rare. Alors c'est rare, mais pas forcément hors de prix. Juste, c'est hyper compliqué d'en trouver en vente. Je voulais en parler parce que plus ou moins tous les motards connaissent la marque Vauxhall, mais alors Barrigo, là, personne ne connaît. Et en même temps, là où j'ai déjà croisé quelques Vauxhall sur la route, des Barrigo, j'en ai pas souvenir. Juste, je trouve ça important de rappeler que la France est une nation motarde, et pas seulement grâce à Vauxhall. Cet épisode a été hyper compliqué à faire, je vais pas vous mentir. Trouver des sources fiables sur cette marque, ça a été légèrement galère. Mais j'ai pu m'aider en grande partie du travail d'un certain Nico et de son blog, lui-même tiré du livre de Thierry Cazenabé, L'aventure Barrigo. Cet épisode servira aux prochains mecs, comme moi, qui cherchent des infos sur cette marque française si particulière. Donc la prochaine fois que vous entendez parler de moto française, sortez de la masse, oubliez Vauxhall et pensez à Barrigo. Ce sera parfait pour briller en société motarde. Évidemment, je le rappelle, depuis le début de l'épisode, je parle de Vauxhall comme si c'était nul, mais Vauxhall c'est aussi un mythe. Je pourrais en faire complètement un épisode entier dessus, seulement je pense que c'est quelque chose que personne ne connaît mais que tout le monde connaît en même temps. C'est moins, entre guillemets, intéressant, même si ça l'est évidemment, que de parler de Barrigo qui est vraiment inconnu. Dites-vous que c'est en fouillant dans un vieux motomag que j'ai découvert cette marque. Avant, j'en avais jamais entendu parler, vraiment jamais. J'en avais jamais vu, c'était vraiment inconnu pour moi. Donc je voulais vraiment vous partager ça parce que je considère pas avoir une énorme culture motarde. Je pense qu'il y a toujours plus à apprendre, évidemment. Mais je considère avoir, en tout cas, être dans la moyenne de n'importe qui, voire peut-être un petit peu au-dessus, depuis que je travaille à la Fédé et avec Motomag. Mais j'ai considéré que si je ne connaissais pas, beaucoup ne connaissent pas. Après, peut-être que tout le monde va me dire « Mais tu rigoles, Barrigo, c'est hyper connu, quoi !» Mais je suis pas trop sûr. Je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui vont découvrir cette marque. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous!